une très bonne présentation, bien fouillée, et vous avez pu faire vraiment l'équilibre entre les différents paragraphes pour les différentes autres éruptions cutanées. Donc, vous avez su faire une bonne description clinique, paraclinique et thérapeutique pour chaque pathologie. Donc, on vous félicite pour cela. Merci. Donc, je vais juste rajouter quelques éléments pour chaque pathologie. Pour la roséola infantum ou exanthème subi, je ne sais pas si vous avez dit que l'autre nom, c'est roséola infantum, la roséole. Est-ce que vous l'avez dit? Non, non, j'ai juste parlé de roséole infantile. Oui, voilà. vous avez dit, c'est la même chose. Ça, c'est juste le nom latin. Vous avez dit que ça s'appelle roséole infantile. Je n'ai pas fait attention. Oui, oui. Voilà, si vous l'avez dit, c'est bon. Donc, vous avez également dit que c'est dû à l'herpès virus humain 6. Donc, c'est la variante B de l'herpès virus humain 6. Donc, ça, vous l'avez dit, c'est bien. Pour la prévalence, même chose. En général, ce sont les jeunes enfants qui sont atteints. Et on dit que la prévalence est maximale entre 7 et 13 mois. Donc, dans 90% des cas, vous allez voir ce tableau chez les nourrissons de moins de 2 ans. Mais il faut savoir qu'en dehors de l'HHV6, il y a aussi d'autres causes de l'exanthème subi. Ce n'est pas uniquement ça. Il y a l'HHV7 aussi qui est décrit comme entérovirus. Il y a les coxsackie-virus A et B, les écovirus, les adénovirus et le virus para-influenzé de type 1. Donc, tous ces germes-là peuvent également entraîner l'exanthème subi. Donc, il faut rajouter dans le cours. Le HHV7 comme entérovirus, le coxsackie A et B, les écovirus, les adénovirus et le virus para-influenzé de type 1. Et vous dites aussi que dans 90% des cas, sur le plan épidémiologique, c'est vu chez les nourrissons de moins de 2 ans, avec une prévalence maximale chez ceux entre 7 et 13 mois. Maintenant, pour la transmission, c'est comme vous l'avez dit, en général, ce sont des cas sporadiques, sans exposition. Donc, c'est plus des cas sporadiques. Mais dans certains cas, on a vu des cas secondaires qui ont été isolés également, avec plus une transmission horizontale par les gouttelettes de flux. Mais il faut savoir qu'il peut également être transmis par excrétion lorsqu'il y a des sécrétions. Dans les sécrétions en contact étroit. Donc, ça peut être transmis par voie manuportée, mais également via des objets qui ont été contaminés. Ça, je pense que vous l'avez également dit. Pour la description de la fièvre, vous l'avez très bien faite, c'est-à-dire c'est une fièvre qui apparaît durant 3 à 5 jours et au bout de 5 jours, il disparaît brutalement. Donc, ça, c'est un critère qui permet de conforter le diagnostic d'exanthème subi. C'est la disparition brutale de la fièvre et juste après, il va développer une éruption cutanée, comme vous l'avez dit. Donc, pour les taches de Nagayama, en fait, ce sont des macules ou des ulcères jonctionnels qu'on va retrouver au niveau du palais et de la zone hypoglosse. C'est ça les taches de Nagayama, comme Dr. Joyce l'a dit. Bon, comme autre signe, je pense que vous avez parlé de la conjonctivite, des œdèmes, de l'otite et autres. Ça, c'est bon. Pour l'éruption cutanée aussi, elle est maculaire ou maculopapuleuse. Elle commence par le cou et le tronc. Et ensuite, ça va se propager au visage et aux extrémités. Donc, c'est d'abord cou, tronc et secondairement visage et extrémités. Ça fait le contraire pour la rubéole et la rougeole qui débutent toujours par le pôle céphalique avec une évolution centrifuge et céphalocodale. On dit que parfois ça peut être vésiculeux. Donc, ce n'est pas dans tous les cas que c'est maculopapuleux. Et ce qui est aussi caractéristique, c'est qu'en général, c'est non prurigineux. L'exanthème subi, dans la majorité des cas, c'est non prurigineux. Et ça disparaît au bout de 2 jours. Ça disparaît sans séquelles, sauf dans les cas de complications, comme vous l'avez dit, à type de convulsion, méningite, encéphalite et autres. Donc, pour la biologie, vous l'avez également dit, c'est neutropénie et lymphocytose atypique, mais également, on peut retrouver une thrombopénie dans ce tableau. Donc, le diagnostic différentiel, c'est comme vous l'avez dit, et le traitement aussi, c'est les soins de soutien, et la prévention, c'est les mesures d'hygiène, éviction scolaire non nécessaire, comme vous l'avez dit. Donc, pour l'exanthème suivi, vous ajoutez juste les petits détails, sinon l'essentiel, vous l'avez dit.
Maintenant, si on passe au syndrome pied-main-bouche, pour le syndrome pied-main-bouche, c'est le virus Coxsackie A16, mais ce n'est pas uniquement ça. Il y a également l'entérovirus A71. Vous avez dit que c'est plus l'entérovirus A71, mais non. Le virus Coxsackie A16, ce sont les deux principalement, qui sont les sérotypes qu'on rencontre le plus souvent. Et généralement, on rencontre ces deux germes lorsqu'on fait les prélèvements, donc en association. Voilà. Donc, on le voit plus chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 à 7 ans. Et la propagation se fait plus en famille et communautaire. C'est-à-dire que si un enfant le contracte dans la famille, dans les jours qui suivent, il va contaminer les autres membres de la fratrie. Et on le voit plus durant la saison hivernale, la saison des pluies. Donc, souvent, il y a des mamans qui vous amènent leur enfant en consultation en vous disant que chaque fois, durant la période des pluies, il y a une éruption cutanée qui apparaît sur le corps au niveau des mains, des pieds et de la bouche. Donc, c'est le syndrome pied-main-bouche. Ça se voit plus en saison hivernale. Maintenant, pour le diagnostic positif, c'est comme vous l'avez dit. Je ne sais pas si vous avez dit qu'il y a un énanthème et un exanthème. On peut avoir les deux en même temps, comme on peut avoir l'un ou l'autre. Donc, pour l'énanthème, ce sont des lésions buccales qu'on voit au niveau des piliers du palais. On le voit également sur la langue et la muqueuse buccale, moins sur le sillon gingival, parfois sur la luette, les lèvres et les amygdales. Donc, ce sont des macules qui vont progresser vers des vésicules pour l'énanthème. Après, les vésicules seront pour donner des ulcères. C'est ça qui fait qu'on le pose comme diagnostic différentiel avec les aftes. Maintenant, pour l'exanthème, c'est comme vous l'avez dit, c'est maculaire, maculopapuleux ou vésiculeux. Je ne vais pas revenir sur votre description. Sauf que ce que vous devez retenir, c'est qu'en général, les zones qui sont touchées, c'est le dos des mains, la paume des mains, les zones interdigitales pour les pieds, c'est le dos des pieds, la bordure latérale des pieds, les semelles, les talons, les fesses, comme Dr. Joyce vous l'a dit, c'est décrit également, une atteinte au niveau de la zone fessière. Vous pouvez également l'avoir au haut des cuisses et au niveau des bras. Donc, on dit syndrome pied-main-bouche, mais les bras, les cuisses et les fesses peuvent également être touchés. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse errer dans le diagnostic différentiel. Et en général aussi, ce sont des lésions qui sont non prurigineuses et non douloureuses. En dehors de ça, pour la paraclinique, c'est comme vous l'avez dit, les échantillons, c'est les prélèvements de gauche, de sel et de liquide vésiculeux, et c'est la PCR et la culture qui permet de faire le diagnostic positif. Donc, diagnostic différentiel, c'est les ulcères afteux et la gingivose stomatique aiguë primaire de l'herpès simplex virus et l'urticaire papuleuse, en dehors de la varicelle et de l'eczéma. Donc, même chose, pas de traitement, soins de soutien. Hygiène des mains lors du changement des couches, c'est important parce que la transmission orofécale est décrite également avec isolement et éviction scolaire. Donc, c'est bon pour le syndrome pied-main-bouche. Pour l'infection à entérovirus et parécovirus, là, vous avez fait une très bonne description de ces virus. Le diagnostic en laboratoire, on dit qu'on le fait plus pour certaines infections, c'est-à-dire lorsqu'on a des complications avec atteinte du cœur, du système nerveux central. C'est dans ce cas-là qu'on fait le diagnostic de certitude au labo. Sinon, dans les formes simples, ben, vraiment, on n'a pas besoin de faire le diagnostic biologique. C'est pour ça que pour ces formes simples, c'est juste le traitement de soutien. Maintenant, s'il y a des complications avec des risques de séquelles, des formes potentiellement mortelles, c'est dans ce cas qu'on utilise certains